kind of a stupid name is that, Fogel? What are you trying to be, an Irish R&B singer? Ugh, as if. There's a formula, a very simple formula. Everybody's a suspect. Lick it up, baby. Lick it up. 69, dudes. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce premier épisode de votre nouveau podcast préféré, tout du moins je l'espère, Sounds Like Teen Spirit. Le concept de ce podcast va être extrêmement simple. À chaque émission, nous parlerons d'un teen movie, de n'importe quelle génération différente, et on va tenter d'une part de donner un peu notre avis sur ce film, de manière assez simple, mais surtout d'aller au-delà, parce que c'est vrai que le teen movie est quand même un genre qui est relativement codifié, on va dire, mais on va tenter surtout de comprendre en quoi c'est un genre qui est finalement beaucoup plus intelligent qu'il ne peut l'être. Alors, je ne suis pas seul pour cette émission, évidemment, donc je suis accompagné tout d'abord de Juliette. Bonjour. d'Antonin. Bonjour. Et enfin, de Hugo. Bonjour. Alors un peu avant de commencer avec notre premier film, qui je pense va raviver beaucoup de souvenirs à énormément de personnes, alors on va tout d'abord définir vraiment ce qu'est un teen movie, parce que c'est finalement une définition qu'on a de manière presque instinctive, mais qui est finalement un peu difficile à vraiment décrire. Donc j'ai demandé à Hugo, pour toi, qu'est-ce que c'est un teen movie ? En fait, il n'y a pas forcément de vraie définition, de définition clé, écrit et net. En fait, il y a certains qui distinguent les films pour les adolescents et les films sur les adolescents. Alors il y a des films qui font les deux, où c'est des films pour et avec des adolescents, par exemple les téléfilms Disney, High School Musical, des trucs comme ça. Mais après il y a des films sur les adolescents qui sont pas forcément pour les adolescents, comme Elephant, ou les films de Larry Clark. Mais après, disons que c'est un genre qui est très codifié, évidemment. Les personnages principaux, ça doit être des adolescents, forcément. Ça, c'est un peu la base. C'est un peu la base. Mais après, non, il y a des environnements clés, il faut que ça se passe dans le lycée. Alors, la question, c'est est-ce qu'un teen movie, c'est forcément américain ? Ou est-ce que ça peut être de nationalités différentes ? Parce que c'est vrai que teen movie, on pense forcément au couloir des lycées américains, avec les casiers, avec l'équipe de sport du lycée, avec les cheerleaders, etc. Voilà, le quarterback, c'est des personnages qui sont très définis. Mais et c'est vrai que quand on regarde après les teen movies français, les beaux gosses, pour moi, les plus populaires, un teen movie. Oui, les beaux gosses, c'est un teen movie, mais après ça emprunte beaucoup, j'ai l'impression quand même. C'est à l'américaine, c'est à l'américaine, c'est ça quoi. L'influence du cinéma américain qui va beaucoup déteindre sur le cinéma européen dans le cas du film. Et après peut-être je divague un peu, mais c'était sur la différence entre les teen movies américains et les teen movies français, c'est que généralement les teen movies français, il y a beaucoup plus de place qui est laissée aux adultes et aux parents. Je pense que le teen movie français le plus connu c'est La Boum. Et dans La Boum, il y a 50% de l'intrigue qui est dédiée aux parents, avec l'aspect un peu comédie de remariage, leur divorce, etc. Et ça, dans un teen movie américain, chez John Hughes, ça aurait clairement pas sa place, où souvent les parents sont un peu inexistants. Donc voilà, je sais pas si ça a vraiment été une bonne définition. Je pense que c'est une bonne définition assez large, surtout. C'est extrêmement codifié, c'est surtout, et je pense que c'est ça qui plaît aux gens, c'est que ça les replonge dans leur adolescence et ça crée un peu de confort un peu. Et voilà, c'est ça, et que c'est aussi un des genres qui peuvent être où il y a énormément de sous-genres, c'est-à-dire qu'on peut avoir des comédies, des sex quests comme American Pie ou Superbad, ou bien des slashers ou après des films plus sérieux comme Gus Van Sant, etc. Donc voilà. Totalement. Bon, alors pour le coup, on va pas encore parler de Gus Van Sant pour le moment, on va avoir un truc un peu plus léger, mais l'épisode d'aujourd'hui sera consacré du coup à un film assez culte dans l'univers, c'est-à-dire Clueless. Looking out a dirty old window, outside the cars in the city go rushing by. I sit here alone and I wonder why. Alors Clueless, c'est un film qui est sorti en 1995, qui est réalisé par Amy Heckerling, et je vais demander à Juliette, est-ce que tu peux rapidement expliquer de quoi parle Clueless ? Alors, Clueless, ça suit donc une fille qui s'appelle Cher et qui est basiquement la méchante des teen movies habituellement, mais qui ici est l'héroïne. En fait, c'est une gosse de riche, elle est excessivement riche. Et alors c'est compliqué de trouver le point de départ de l'intrigue, mais on va dire qu'il y a une nouvelle élève qui arrive dans le lycée, Ty, et Cher va chercher à la relooker pour faire d'elle une fille populaire, et à partir de là, plein de choses se déclenchent. Plein de dénouements, tous plus
abracadabrantesque Plein de que chemins, d'autres. Voilà, ouais. c'est ça. C'est un peu presque une structure finalement de film à sketch, beaucoup. Carrément. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une structure, un véritable fil rouge, mais sont plus des scènes qui s'enchaînent sans véritablement de lien entre Disons elles. qu'il y a un fil à rouge, part mais il Cher, au apparaît, on met Quelque du temps part, à le le- comprendre. C'est ça. Le fil rouge, c'est un peu la recherche du partenaire amoureux, quelque part. Pour Ty Oui. comme pour Cher. Ouais, mais comme je disais, il arrive un peu après, tu mets du temps Oui, à c'est te pas rendre tout de compte que suite, c'est ouais. ça le fil rouge du film. Après, c'est aussi intéressant de. Le film, en fait, c'est une adaptation très voilà, de inspirée. Jane Voilà. Austen. Mais c'est inspiré de Emma de Jane Austen, qui est. Enfin, c'est elle qui avait fait les Orgueil et Préjugés, enfin, tous les romans à l'époque victorienne. Et en fait, ça reprend cette base-là. D'une fille qui vit avec son père, qui est orpheline de mère, et qui vit avec son père. Donc là, je sais pas où ça se passe en Angleterre, Emma, mais en tout cas, ça a été remplacé par Beverly Hills. Et il y a toute cette histoire, voilà, c'est une fille qui aime bien. Ce qui était dans Emma déjà, c'était le côté qu'elle aime bien arranger des couples. C'est quelque chose qu'elle aime. Et puis après aussi, l'aspect prendre quelqu'un sous son aile et le remodeler à sa façon. Ça, c'est un truc qu'on retrouve dans beaucoup de teen movies, beaucoup des teen movies plutôt féminins. Complètement. Et on remarque aussi d'ailleurs que c'est vraiment une réflexion que j'avais, c'était qu'on se rend compte que finalement beaucoup de teen movies des années 90 voire même 2000 sont finalement très influencés de la littérature, finalement on se rend compte. Oui, mais ça, C'est-à-dire mais que, je pense que Clueless a été un de ceux qui ont lancé un peu cette un des mode entre premiers, guillemets, ouais. quoi. Mais Oui, il a été il y a eu déclencheur, ouais. c'est Bien devenu sûr. quasiment un sous-genre en fait, j'ai l'impression, parce qu'il y a eu après il y a eu 10 bonnes raisons de te larguer, c'est ça le titre? Oui, c'est ça. 10 bonnes raisons de te larguer. Le titre anglais c'est 10 Things I Hate About You, qui est une adaptation très lointaine, mais de Shakespeare, de La Mégère apprivoisée. Après il y avait eu Sex Intention. Sex Intention, ouais, c'est ça. C'est un des plus connus. C'est Les Lésions Dangereuses, je crois. Non, Ouais. c'est ça, ouais. Ouais. Donc ouais, après c'était dans le... Il y a un super livre qui s'appelle Les Teen Movies de Célia Sauvage et Adrienne Boutan. C'est un essai sur les teen movies qui est vraiment super, et dans lequel elle pointe notamment le fait que il y a beaucoup de parallèles entre les teen movies plutôt féminins comme Clueless, comme 10 Things I Hate About You, et les romans épistolaires de cette époque-là, parce que c'est très... c'est que des histoires de trahison, de coups bas ou de secrets, et ça va bien avec l'univers du lycée américain. Et d'où je pense la voix off qui est dans Clueless, qu'on retrouve aussi dans Mean Girls. Il me semble que Lindsay Lohan Ouais, oui, Oui, j'ai l'impression, tout à ouais, fait, il oui, exact. y a une voix off, ouais. Et alors tout d'abord, Clueless, donc voilà, donc c'est un film qui a malgré tout un certain culte au final. Mais du coup, je voulais aussi savoir tout d'abord, donc Juliette et Antonin, vous l'avez pas vu avant, c'est ça? Avant Non. de faire l'émission. Non, c'est ça, je l'ai vu pour l'émission. Bon, c'était un film dont j'avais entendu parler, vu mon amour pour les teen movies, mais j'avais pas encore eu l'occasion de le voir. Et du coup, si vous pouvez rapidement dire un peu votre avis dessus. Bah, vas-y. Moi j'ai beaucoup aimé. Forcément, en plus, un teen movie des années 90, c'est un peu ma période préférée. Ouais, c'est un film qui est mine de rien, qui est très moderne, hein, parce que par exemple quand on prend Detention de Joseph Kahn, je pense que c'est un film qui s'est beaucoup inspiré de Clueless dans une certaine frénésie, dans l'image, dans la voix off, les dialogues, les détails, les références culturelles très méta qui sont d'autant plus reprises aujourd'hui, donc c'est un film très agréable à voir encore aujourd'hui, quoi. Ouais, bah moi aussi, j'ai complètement adoré. Pareil, j'en avais pas mal entendu parler, mais vraiment le voir, enfin j'ai trouvé ça merveilleux, ça m'a fait hurler de rire. Non mais vraiment, Oui, c'est ça, parfois je te fais mettre C'est pause. surtout que c'est très drôle en fait. Tellement je pleurais de rire. Mais il n'y a pas que ça, quoi. C'est super intelligent, super drôle, super moderne, et enfin le film m'a eu vraiment très très vite. Clairement, mais après je sais que c'était un film que j'ai découvert assez récemment, finalement, il y a vraiment que quelques mois. Mais c'est pareil en fait, ça m'a un peu fait comme toi Juliette, c'est-à-dire que ça m'a été un peu presque la révélation où en fait c'est surtout qu'en fait je sais que pendant 1h30 en fait devant le film j'ai littéralement bugué, c'est-à-dire que vraiment, mais c'est ça, c'est-à-dire que vraiment j'ai l'impression d'être d'être dans un bug de la matrice constant où pendant toutes les blagues du film je me dis mais qu'est-ce qui se passe dans ce film fait référence à Twin Peaks, quoi, genre. Mais c'est hallucinant, quoi. oui, quand voilà, tu c'est penses ça, c'est un film qui mélange tellement de choses. Et puis c'est vrai que c'est vraiment un absurde, mais au dernier degré, sans non plus que ce soit dans la vulgarité, parce que c'est un film comme très prude, mais c'est un absurde, mais
qui met vraiment qui met la part belle au non-sens le plus total. Ah, mais complètement. Parce que Dans la posture des personnages, etc. Et c'est impressionnant en fait à voir. Rien que le début avec l'ordinateur, quand elle choisit ses fringues, Mmh. ça commence Ah, comme oui. ça tout de suite en mode ok, très bien. Par exemple. Parce que je sais pas si vous l'avez vu, vous, en sachant que c'était quand même un film plus intelligent qu'il y paraît. Mais moi, en tout cas, quand je l'ai vu pour la première fois, je m'attendais vraiment pas à avoir un film qui était, que ce soit une comédie acide comme ça, quoi. Moi, je l'ai vu vraiment. Bah, l'affiche donne pas Voilà, c'est ça. cette impression. Moi, je l'ai vu la première fois, je me suis dit, bon, bah, c'est un teen movie des années 90, c'est un peu au même titre que voilà, des comédies, ou des films des teen movies des années 80 ou 90 qui sont populaires, mais on sait que c'est pas forcément des grands films très intelligents, etc. Et là, sur le coup, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment une comédie très acide, très ironique, très cynique, mais cachée dans une enveloppe de bonbons comme ça, là. Attends. Bah, c'est un peu ça. Bon, après, je sais que mon appréhension du film a été complètement. Enfin, je sais pas en fait d'où j'ai eu cette appréhension, mais c'est vrai qu'au départ, je pense que c'est juste le titre en fait qui m'a induit en erreur. Mais en fait, au départ, je pensais voir un thriller. Du coup, autant dire que j'ai vraiment été surpris. Enfin, je savais pas pourquoi, je m'étais mis en tête, je me suis dit, c'est une comédie qui vire au thriller. Autant dire que la partie thriller, je l'ai attendue très longtemps. Mais du coup, c'est vrai que c'est vraiment, il y a quand même ce côté extrêmement fascinant. Et comme tu dis, au final, où tu regardes en même temps une comédie qui est très ancrée années 90 et qui a vraiment ce côté presque plaisir coupable, où cet aspect-là est totalement revendiqué, mais où en même temps il y a une acidité dans le propos, dans le jeu des personnages, qui au final lui apporte un peu toute sa force. Mais c'est ça, comme tu dis, il y a un vrai paradoxe dans ce film, c'est-à-dire qu'il est à la fois second degré et en même temps hyper premier degré sur plein de points, quoi. Tu sais jamais où t'es, enfin c'est... Bah, après, je sais pas si le film a été conçu comme ça à la base, parce que en fait, on n'y pense pas comme ça, mais c'est un film d'auteur, c'est-à-dire que Amy Heckerling, qui a réalisé le film, a écrit le scénario, donc je sais pas si elle l'a écrit en se disant au début comme concept, je vais faire un film où l'héroïne c'est la méchante, comme tu as dit, des autres films, parce que concrètement c'est si on prend je suis sûr que le film, si on verrait le film d'un point de vue d'un autre personnage du film, ce serait clairement la méchante, Cher. Ah mais carrément, elle est insupportable. Mais je pense qu'elle a vu Heathers. Oui, voilà, c'est ça. D'ailleurs, je pense qu'il y a une référence ouais. Dans le film. Oui, Kristen Slater. Voilà. Oui, avec Kristen Slater. Mais après, je pense que oui, en fait, au final, le personnage, d'avoir choisi comme ça de le présenter de manière totalement naïve, en fait, elle est totalement naïve et au final, on se dit qu'on l'aime bien, quoi, parce qu'au final, elle se rend pas compte. Je pense qu'elle est un peu bébête, mais bon. Après, elle a plein de côtés. Elle a du bon sens aussi. Voilà, elle a du très bon sens. Genre la scène de débat au début. Où quand tu vois qu'elle est pro-immigration, enfin un truc que son argument, même s'il est complètement flingué, il sort de nulle part, mais il fait sens quelque part. Quoi. Bah, après, la scène, pour remettre, pour ceux qui ont vu le film, elle compare en gros l'immigration aux États-Unis à sa fête, à sa garden party, à sa garden party de son frère pour ses 15 ans, un truc comme ça, où elle avait dit aux gens de prévenir de venir avant, etc. Et en fait, au final, c'est comme un peu les films de John Hughes où par exemple tu prends Pretty in Pink, où concrètement le seul enjeu du film c'est de savoir avec qui elle va aller au bal, etc. Et au final tu te rends compte que la plupart des teen movies c'est des enjeux qui sont complètement cons en fait au final, mais pour une fille de 16 ans américaine, ouais, c'est pas con, c'est les plus gros enjeux de ta vie, c'est les plus gros enjeux de ta vie, etc. Et au final là c'est un peu pareil, c'est une fille qui au final elle connaît pas du tout qu'est-ce qui se passe en dehors de la San Fernando Valley à Los Angeles et qui du coup se rattache à ce qu'elle peut, quoi. Et bien sûr, mais c'est aussi quelque chose qu'on voit même dans les discussions qu'il y a avec son frère, justement, où il parle de l'actualité. Frère qui est d'ailleurs joué par Paul Rudd. Enfin oui, son ex-demi-frère, c'est compliqué, c'est très compliqué. Mais justement, il y a toute une discussion où en fait elle refuse complètement juste de regarder les news, parce qu'au final elle se dit que ça l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est ce qui se passe à Los Angeles, à Beverly Hills. C'est ce que dit Ferris Bueller au début du film au début de Ferris Bueller, quand il dit exactement. J'en ai rien à foutre de savoir le socialisme européen, est-ce qu'ils sont socialisme ou pas, moi tout ça va pas m'amener à avoir une voiture. Exactement. C'est clairement c'est ce même côté-là, même logique de pensée, quoi. C'est ça, même s'il y a peut-être pas forcément le même cynisme que dans Ferris Bueller, justement. Oui. So, okay, like right now,
For example, the Haitians need to come to America. But some people are all, what about the strain on our resources? But it's like, when I had this garden party for my father's birthday, right? I said RSVP because it was a sit-down dinner. But people came that, like, did not RSVP. So I was, like, totally bugging. I had to haul ass to the kitchen, redistribute the food, squish in extra place settings. But by the end of the day, it was like, the more the merrier. And so, if the government could just get to the kitchen, rearrange some things, we could certainly party with the Haitians. And in conclusion, may I please remind you that it does not say RSVP on the Statue of Liberty. Thank you very much. Au-delà de ça, il y a aussi un élément qui est super intéressant et justement qui apporte un peu ce côté où le personnage de Cher n'est pas si méchante que ça, mais elle est surtout très naïve. C'est justement son traitement par exemple par rapport au personnage de Ty, qui est joué par Brittany Murphy, et où en l'occurrence on voit que Cher fait tout pour l'embrigader dans son univers, mais à aucun moment en fait on ressent ce côté presque comment je pourrais dire ce côté comment je pourrais dire vraiment ce côté méchant et peste. Oui, elle est pas méchante. Elle lui veut aucun mal en vrai. Hein. Non, c'est ça. En fait, elle veut juste comment dire l'exploiter, à faire en sorte qu'elle sorte avec les bons gars, etc. Ça, ouais. Donc en la détournant du stoner, etc. Mais dans son agissement et dans ses pensées qu'on entend en voix off, elle semble jamais vraiment dire que c'est parce qu'elle veut elle veut ruiner sa vie, c'est etc. Ça. En fait, normalement, le schéma basique dans ce genre de film, de ce qu'on appelle des chick flicks pour les films, les teen movies plutôt féminins, le schéma basique, normalement, c'est que c'est la reine du lycée, la reine de promo, head of cheerleaders, etc. Celle-là qui dirige le groupe de peste, etc. Souvent, elle prend la nouvelle, elle la modèle à sa façon. Et souvent, la nouvelle qui a été modelée va devenir plus populaire qu'elle, et du coup, il y a une rivalité, etc. Ce qui est même un peu ça dans Clueless, mais qui est vite résolu. Et tout ça, c'est le schéma de Mean Girls, en fait. Mais après, dans Clueless, justement, il y a toute la première partie, c'est-à-dire qu'elle le modèle, mais au final, il n'y a pas vraiment de rivalité, c'est-à-dire que Ty à aucun moment donné devient forcément plus populaire que Cher. Il y a eu Ty qui à un moment déconne un peu quoi. Mais non mais c'est vrai, elle est pas super sympa avec Cher. Oui. Mais après il y a pas forcément. Mais ça se résout vraiment très rapidement, c'est pas du tout un enjeu. Non c'est ça, c'est pas. Mais c'est-à-dire que dans la logique du film, c'est un sketch comme un autre finalement. C'est ça. Quand on commence le film, on croit que c'est Ty finalement l'enjeu du film et en fait on se rend compte que pas du tout. Et c'est pour ça que finalement le fait que Ty devient un peu peste à un moment, en fait on s'en fout quoi parce que c'est un truc secondaire. Mais après voilà, le film, oui comme tu disais, ça balance entre premier et second degré, et moi il y a un truc comment dire dans le... Par exemple la sous-intrigue où à un moment donné Cher tombe amoureux comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom. Christian, voilà. Christian qui est gay, ouvertement gay. Et en gros, ça, Cher le découvre, mais au bout de, je sais pas, 20 minutes de film, au moins pour elle. Et ça, moi, la première fois que j'ai vu le film, dès que je vois le personnage de Christian, mais vraiment le premier plan où je le vois, je me suis dit qu'il était gay. Forcément, pour moi, il était gay. Mais je me suis demandé si le film jouait un peu sur ça ou pas, et qu'on était censé être surpris quand on apprend qu'il est homo ou pas. Mais je pense que non, je pense que le film est beau. En fait, comme tu disais, je pense que il y a un second degré. Comme on est du point de vue de Cher, le film il embrasse ce point de vue naïf, etc. Mais oui, je pense qu'en fait le film, je pense, fait en sorte que nous, en tant que spectateurs, on se rende compte avant elle-même qu'elle est clueless. Et c'est pour ça, c'est ça qui est très drôle quand le mec il est en train de draguer au bar et qu'elle est dit genre regarde comme il s'entend bien avec tout le monde. Regarde, il rejette les autres filles, il est adorable. Oui, voilà. Il y a beaucoup de bandes d'infos qui passent juste par l'image, sans dialogue ou off, notamment ça, ou un détail comme ça au fond de l'image où on voit qu'il parle avec le bar, ou même d'un côté d'un plan tu vois Cher qui se promène vers la piscine et tu vois au premier plan bord cadre un mec qui vomit dedans quoi. Oui. En vrai ça m'a fait hurler de rire ce moment, parce que en termes de détour des codes dans les teen movies, il y a toujours ce moment dans la piscine où ils s'embrassent, où c'est magnifique, c'est lyrique et tout. Et là il te montre un mec qui gerbe dans la piscine alors qu'il y a des gens qui s'embrassent à côté comme des tournements, c'est fantastique. Moi un truc que j'adore dans les arrière-plans comme ça et tout, c'est tous les plans où on voit des filles avec les nez refaits là, avec les bandages partout. Parce que c'est non mais ça en fait ça dit beaucoup sur ce microcosme qui est la San Fernando Valley aux États-Unis. En fait il y a un terme, c'est devenu carrément un personnage clé des teen movies, mais c'est la Valley Girl.
En fait, ça vient d'un film éponyme qui s'appelle Valley Girl de 1981. Et en gros, c'est la fille qui habite la San Fernando Valley au cœur de Los Angeles et qui est un peu fille à papa, très riche, et qui parle avec une sorte d'argot, mais comme là, le personnage de Cher qui a des tics de langage, etc. Et c'est devenu carrément du Valley Speak, c'est comme un argot, etc. Et on retrouve ça dans pas mal de teen movies, quoi. Totalement, mais en fait c'est ça, c'est que justement tu parlais tout à l'heure de ce côté un peu film d'auteur que tu peux avoir dans ce film, et c'est vrai qu'en fait c'est ça, c'est que c'est en même temps une histoire, une intrigue qui peut paraître très conne dans les mains d'un ou d'une réal plus conventionnelle, si je puis dire, mais c'est justement là en l'occurrence, c'est qu'Earling se permet beaucoup d'écarts au final très autorisants, mais qui n'ont absolument rien à foutre là. C'est-à-dire que par exemple la référence le fait de mettre 2 références à Kubrick par exemple dedans, entre le fait de mettre Spartacus et surtout la Zarathustra, voilà, c'est ça, et surtout la référence au monolithe noir pour un téléphone, qui sont des références les plus étranges à Kubrick qui m'est donné de voir dans un film, mais c'est justement des références un peu assez incongrues, mais qui donnent justement un peu ce côté du coup un peu presque difforme au final au film, parce qu'on sait jamais comment le prendre, on sait jamais comment le saisir. Après aussi, genre je sais juste un peu pour la petite anecdote, mais Amy Heckerling aussi quand même, elle connaît bien le genre parce qu'elle avait réalisé Fast Times at Richmond High. Oui, exact. Qui était quand même, enfin pour moi c'est l'un de mes teen movies préférés. Bon là, ça pour le coup elle l'avait pas écrit, c'était Cameron Crowe, mais disons que c'était un peu, c'était un film choral sur un lycée californien aussi. Et avec toutes les petites histoires que ça allait avec, c'était un film qui était assez quand même, c'était pas couillon quoi, c'était ça parle quand même d'avortement, ça parle de sexe de manière très frontale, et enfin disons que elle connaît bien les codes du genre quoi. Non mais de toute façon quand tu vois Clueless, c'est devenu un phénomène absolument incroyable après sa sortie, où même l'industrie s'est mis à vouloir faire des films pour les publics féminins et tout ça, c'est pas un hasard quoi, c'est que vraiment... D'ailleurs, j'ai regardé, il a pas fait tant que ça, 56 millions, ça me paraît pas si énorme vu de tout l'influence que c'est devenu. Je pense que c'est un VHS au final. Je pense que c'est ça, je pense que c'est devenu assez populaire. Bon, après, quand même, le film avait été. Je sais que Alicia Silverstone avait été nommée au Golden Globe pour le film, elle avait été nommée en meilleure actrice comique, elle avait pas eu, mais... Son jeu d'actrice, il est pour beaucoup, je pense, dans l'attachement qu'on peut avoir pour le personnage et le fait qu'elle paraisse superficielle au premier abord, mais qu'en fait qu'elle est beaucoup plus maligne et sympathique que ça. Mais de manière générale, de toute façon, le casting est assez monstrueux, c'est-à-dire que c'est déjà quelque chose qu'on avait dans Richmond High, mais là encore c'est pareil, c'est que des acteurs et des actrices qu'on retrouvera quelques années plus tard dans des projets beaucoup plus qui les rendront vraiment cultes, que ce soit Alicia Silverstone, que ce soit aussi Paul Rudd. Après c'est par rapport à Fast Times, enfin c'est comment dire, là c'est plus une carrière courte après. Voilà, c'est plus des visages qu'on connaît quoi. C'est plus des visages qu'on connaît. Effectivement, c'est plus des visages qu'on connaît ça, mais il y a aussi Donald Faison aussi qu'on a connu dans Scrubs. Qui joue quand même un des persos principaux de Scrubs et qui est surtout connu pour ça, faut l'avouer. Et le fait justement de le voir en rappeur en baggy, etc. C'était un plaisir non dissimulé, mais même je sais que en fait c'est souvent ça, c'est souvent ces visages qu'on a déjà vus, par exemple en l'occurrence celui qui joue le professeur le professeur Mr. Hall, je sais que c'était un visage que je connaissais, qui était notamment alors c'est pur souvenir d'enfance, mais c'est le Manoir hanté 1999 fantôme. Avec qui joue, il joue un des majordomes, et en fait pendant tout le non mais moi aussi. J'ai aussi découvert d'ailleurs que c'est aussi lui qui fait la voix de Rex dans Toy Story en VO. Non. C'est vrai? C'est dingue. Vraiment, ça m'a halluciné quand j'ai vu ça. Effectivement, c'est pas la même chose des castings de Pixar en VO. Mais c'est ça, c'est qu'au final c'est un film qui joue beaucoup en fait sur cette idée d'image au final, et c'est pas surprenant du coup de voir que maintenant que les générations des années 90 sont dans la création et sont dans la création visuelle, en fait on retrouve en fait tous les codes de Clueless dans la culture populaire de maintenant. Oui. Et puis après pour essayer de replacer un peu le film dans son époque, mais le film est sorti en 1995 et le seul personnage
par exemple, le personnage de Ty, quand il arrive, c'est un personnage complètement grunge. Enfin, Oui, elle est... Complètement. Enfin, elle demande tout de suite, genre, où est-ce qu'elle peut aller chercher pour fumer, etc. Enfin, t'as vraiment l'impression, voilà, qu'elle sort d'un film grunge des années 90, limite avec le t-shirt de Kurt Cobain, etc. quoi. Et t'as l'impression que c'est pas du tout la même époque pour Cher et tout le lycée. Mais même Clueless, quand il était sorti, il était vachement en confrontation avec Kids. Avec Kids, et oui, c'est deux t'as films l'impression complètement opposés. c'est Ouais. deux univers différents. Et Sorti la même année, ouais. Clueless arrive là au lendemain du suicide de Kurt Cobain et tout ça, et d'un coup c'est super joyeux, super coloré. Ça prend pas du tout l'esthétique grunge, mais ça prend une esthétique méga de magazine en fait, de magazine adolescent, on dirait. Oui, mais on dirait une émission adolescente ce film. Mais au final, en fait, j'ai l'impression que le public, bon après c'est beaucoup plus facile d'accès évidemment Clueless que Kids, mais qu'au final le côté un peu, j'ai l'impression qu'en fait Clueless n'est pas destiné à la catégorie de personnages que le film représente. Parce que clairement, ça se fout énormément de leur gueule. C'est clairement un film qui se fout de la gueule. Et le film, après, je pense, est plus destiné aux lycéens qui, justement, sont pas forcément très populaires et qui aiment bien se moquer justement des personnes très populaires. Enfin, après peut-être qu'il y a des chers qui ont vu le film et qui l'ont pris très premier degré et qui le film a eu une énorme influence au niveau de la mode. Pas eu le sous-texte. Le film après il y a eu une série, une comédie musicale, je crois qu'il y a encore une série. Et même en termes de mode vestimentaire, après le film a lancé les modes vestimentaires, donc si ça a quand même parlé finalement aux... Oui, bien sûr. Non mais bien sûr, mais après je pense que il y a quand même un côté très foutage de gueule, mais très, comment dire, moi ça me fait penser un peu à un sourire en coin, c'est genre c'est pas montré clairement, c'est pas c'est de la moquerie mais gentil entre guillemets. C'est je me fous de ta gueule mais pas directement en face quoi. C'est beaucoup de ça. Surtout qu'en fait je trouve que dans le film c'est aussi ça en fait qui est très surprenant, c'est que malgré le fait que c'est un film justement qui va parler un peu d'une certaine manière de la mort du grunge, en fait c'est un film où je trouve qu'il y a malgré tout une énergie assez rock finalement dans beaucoup de choses, que ce soit de sa BO par exemple, même j'allais en parler, le film qui commence par Kids in America mais vraiment en vraie version punk et même de manière générale en fait je trouve que vraiment le film a une sorte d'énergie rock étonnamment qui n'a rien à foutre là, mais dans son enchaînement de scènes etc ça rentre totalement en contradiction avec l'image très pop, très MTV qu'on voit mais c'est ça, mais le film mêle plein de cultures, c'est à dire que comme tu dis il y a une image très pop, très MTV, une image presque punk et en même temps t'as du hip-hop à d'autres moments et tout, c'est vraiment un mélange de tous les genres, et rien que dans la BO tu vois ça, ou quand tu l'écoutes t'as tous les genres musicaux des années 90 et c'est fantastique. Une sorte de gros carrefour des années 90 au final. Donc, oui, après moi j'irais pas jusqu'au côté punk, mais le film il est très, il y a une esthétique MTV qui est évidente, oui, le côté, le montage qui va à 200 à l'heure, c'est du montage de clip quoi, et puis le côté jukebox, après ça c'est dans beaucoup de teen movies, souvent les teen movies ont des BO qui reflètent énormément leur époque quoi. Et là oui on est clairement en 1995, mais il y a quand même des reprises, à plusieurs moments il y a des reprises de chansons des années 80 quoi. Kids in America c'est les années 80 quoi. C'est ça, mais c'est ce que je trouve aussi très intéressant justement dans ce côté et je pense que c'est pas forcément, c'est un choix qui est souvent très commercial, mais que je trouve finalement pas si anodin que ça. C'est vraiment cette idée où au final ils reprennent énormément de choses des années 80, mais on les retrouve à chaque fois de manière en cover au final, en reprise, et plutôt que de reprendre juste le morceau original. Et puis même le titre Kids in America, enfin c'est clairement en plus, évidemment. C'est sur les c'est clairement américain, c'est clairement déjà d'une part, et puis le montage qui le suit également, où même Cher elle-même introduit le film en disant je sais ce que vous avez pensé, vous regardez une publicité alors que pas du tout, ça c'est ma vie. So Josh, have you given any thought to a little discussion about corporate law? Yeah, but I think I'd really like to check out environmental law. What for? You want to have a miserable, frustrating life? Oh, Josh will have that no matter what he does. At least he knows what he wants to do, and he's in a good college. I'd like to see you have a little bit of direction. I have direction. Yeah, towards the mall. Which reminds me, where's your report card? It's not ready yet. What do you mean it's not ready yet? Well, some teachers were trying to lowball me, Daddy. And I know how you say never accept a first offer, so I figure these grades are just a jumping off point to start negotiations. Very good. Mais en même temps, moi je trouve ça hyper premier degré, genre, du coup, c'est le moment, est-ce qu'on peut dire la fin? Je pense que oui, on peut révéler la fin. Après, on reparlera un peu de l'histoire d'amour, mais moi je trouve la fin hyper premier degré, là, la fin quand elle est juste assise avec Paul Rudd et qu'ils sont là et tout, qui s'embrassent, là tu retournes vraiment dans un truc hyper premier degré et tout. Et du coup, moi j'ai pas une note si acide et si moqueuse à la fin du film, j'ai l'impression que le film revient dans sa case à la fin.
Et c'est pas un défaut, ouais, ça après, moi participe j'ai à son pas. Moi, paradoxe. moi en fait j'ai jamais vu le film avec un premier degré. Enfin moi le film pareil je l'ai vu quand même assez tard donc disons que c'est pas comme quand tu vois des films plus jeunes et qu'après en les revoyant 10 ans après tu dis ah putain il y avait ça dedans j'avais loupé. Mais là vraiment la première fois que je l'ai vu j'ai tout de suite vu le second degré donc non moi j'ai pas vraiment vu le premier degré. Je trouve qu'il y a quand même un vrai amour des personnages qui transparaît quoi. Ah oui, ça c'est sûr, oui. C'est pas une posture voilà, de foutage de gueule. Ah oui, non, pas en permanence. permanence. Oui, il faut qu'on s'attache quand même, parce que si tu fais que te moquer des personnages à un moment donné. Mais là on s'attache, oui, Cher, on l'aime bien. Hein. Oui, on l'aime. On l'aime bien. On aime tous Cher. Dans la vraie les vie, on l'a porteurs de haï, baggy prennent Cher. Faut avouer que, voilà. J'étais en train de pleurer de rire à ce moment-là. Mais... De quoi? Les quoi? Les porteurs de. Enfin, pas les baggy, mais les pantalons en taille basse. Ah oui, tous les rappeurs, mais au final. Clairement, oui, les rats. C'est compliqué. Quand elle commence en disant je veux pas être une traître à ma génération, mais c'est merveilleux. Mais dans un sens, au final, c'est. En fait, cette fin, je trouve pas forcément une ironie sarcastique, mais en fait, c'est presque, je trouve, une manière de dire que. Qu'au final, son univers est. Enfin, comment dire. L'amour qu'elle va trouver ne va même pas être forcément vers ailleurs, etc. Au final, ça reste très centré. Ça reste très centré sur elle-même, et en l'occurrence, de manière un peu douteuse, on va dire, ça ne fait que tourner autour de sa famille. Ah oui, ça, oui. Et, c'est quasiment une application littérale de l'entre-soi. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, en l'occurrence, il ne montre carrément. pas de manière sombre, mais qui dit qu'au final, c'est une fille qui ne connaîtra l'amour qu'avec des personnes qu'elle a côtoyées toute sa vie. Donc, au final, qu'elle est condamnée presque à la limite à rester dans cet univers-là. En même temps, Paul Rudd, il a aussi une posture de mec un peu en dehors de son univers. C'est compliqué parce que tu sais, quand tu le vois là au bord de la piscine en train de lire le pavé de Nietzsche. C'est ridicule. Le t-shirt Amnesty International, il y a toute la. C'est ça, c'est son opposé total, mais voilà, c'est une personne qu'elle a côtoyée toute sa vie. C'est vrai qu'il y a le côté milieu bourgeois finalement qui reste hyper ancré. Complètement, mais c'est là en fait où je pense que le film est le plus mordant au final, c'est par rapport au milieu bourgeois, où des fois il y a des scènes qui relèvent du pur absurde, mais qui au final révèlent beaucoup de choses. Par exemple, je sais que la scène auquel je pense, c'est celle de l'autoroute, par exemple, où on les voit en fait. Ils sont en train de conduire donc avec la meilleure amie de Cher, donc Dion, qu'on n'a pas encore mentionné pour l'instant, mais qui est finalement un personnage assez secondaire. Finalement, elle est très vite remplacée par Ty. Mais du coup, voilà, ils conduisent en voiture. Et à un moment, sans faire attention, ils se retrouvent en pleine autoroute, donc à l'extérieur de Los Angeles, et ils se mettent à paniquer, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans un monde qu'ils ne connaissent pas. Ils sont entourés de bikers ultra menaçants, ils sont poursuivis par un camion, limite le camion de duel, etc. Enfin, c'est vraiment un truc ultra terrifiant. Alors que ils ont juste pris une bretelle d'autoroute, quoi. Au final, c'est rien de terrifiant. Mais je pense que c'est une certaine manière, pareil, de montrer un peu cet entre-soi. Ouais, c'est ça. C'est comme s'il y a un panneau, vous quittez cette ville-là, et puis ouais, voilà, c'est ça. Boum, c'est un microcosme. C'est voilà, c'est ce côté microcosme, au final, qui montre au film, au final, un côté très... en fait, c'est ça, en fait, c'est ce qu'il apporte pour moi, tout son côté acide, au final. Mais c'est ce qui le rend très intéressant. Parce qu'au final, c'est pas un film qui est... Qui le juge de façon très négative, qui le montre vraiment, comme par exemple, comme ça peut être pour Heathers, où là, pour le coup, c'est vraiment les méchants. Là, au contraire, il y a un côté presque tendre, au final, c'est les filles stupides, mais gentilles, donc alors ça va. Donc c'est plus ce côté-là. Mais je pense que c'est normal, quoi, qu'on sorte à la fin du film et on se dise que l'union entre les deux, elle va pas... Elle est étrange. Il y a quelque chose de pas bien, quoi. Enfin, forcément, hein, je pense que c'est fait exprès, hein. Je sais pas si c'est fait exprès parce qu'après tu sens que le film parfois va un peu te l'avancer en mode c'est normal. Je sais pas, il y a cette fameuse réplique où je crois il bouffe des céréales devant la télé et elle lui dit bien tu n'es pas mon frère. Et je pense que cette réplique elle est pas placée au hasard. C'est un moment où ils sont en mode faut quand même qu'on rappelle au public qu'ils sont pas frères. Les producteurs ils avaient un peu peur de ça d'ailleurs. Ouais. Forcément, le film était fait et alors apparemment Amy Kerling leur a dit que c'était arrivé en vrai à ses grands-parents. Donc que du coup ça lui paraissait c'était une autre époque quoi. C'est ça, c'est encore une autre époque là, c'est une époque encore. Après ça je sais pas du tout, moi j'ai pas lu, je connais pas assez bien Emma de Jane Austen, mais je sais pas si ce détail là il est dans Emma ou pas, si elle tombe amoureuse de son demi-frère ou pas. Dans ce cas là ça ferait sens. Ça ferait un peu plus sens. Ça ferait beaucoup plus sens, ouais. Mais après oui dès le début quand même c'est dit qu'ils sont pas frères et sœurs quoi. C'est quand même
explicitement dit que c'est pas biologiquement parlant. Ouais, C'est ça, c'est Il y pas a par qui le aspect considère biologique, on va pas dire. Oui, voilà, c'est socialement ça. comme tel aussi. Mais au final, c'est que c'est un film qui, malgré tout, en fait, bon voilà, qui est quand même d'une profondeur assez ouf, et dans son image a quand même influencé beaucoup de choses, et Ouais. je pense qu'on voit que même là déjà, enfin là actuellement en 2019, c'est un film qui a tendance malgré tout à revenir de plus en plus. Oui, oui. J'ai l'impression, c'est-à-dire que déjà, bon voilà, il y a quelques années de ça, il y avait déjà eu le clip de Fancy de Iggy Azalea et de Charlie XCX qui en Oui, fait oui. reprenait complètement à 100% l'esthétique de Clueless. Mais on voit justement de plus en plus ce retour, bon, ça colle avec le Aux années retour à la 90. mode des Ouais, on années a un retour 90. aux années 90. C'est ça, c'est le retour des années 90, puisque Oui, voilà, oui. les personnes qui ont grandi avec cette culture maintenant deviennent créateurs et créatrices. Mais en l'occurrence, c'est vrai que l'impact qu'on voit de Clueless, qui maintenant est presque pris comme un standard de mode en fait limite, c'est ce qui le rend très intéressant au final. Oui, oui. Après ça, oui, comme tu as dit, c'est toujours quelque chose qui arrive dans le cinéma ou dans les genres, souvent tous les 20 ans, il y a un retour en arrière. Quoi. Dans les années 70, sûr. c'était vers les années 50, avec Grease, American Graffiti, etc. Là, c'est normal qu'on se retourne vers les années 90. Surtout que c'était une période où voilà, ça en termes de teen movies, ça arrêtait pas quoi. Mais après, comment dire, c'est aussi d'un point de vue économique, souvent ce genre de retour en arrière, c'est un peu quand Hollywood a un peu épuisé les formules, ils se retournent sur les trucs qui ont marché il y a 20 ans avant quoi. En l'occurrence, pour Clueless, c'est d'autant plus d'actualité parce que justement Mais là, c'est ça. il me semble il y a à peu près un mois de ça, ils ont annoncé justement qu'ils voudraient faire un nouveau projet de série. Sur Clueless ? Sur Clueless. D'accord. Mais en fait, ce sera en fait un mélange. Est-ce que ça se passera dans les années 90 ? Alors, techniquement, ça se passerait à notre époque, mais en fait, c'est un pitch un peu bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, ils le vendent eux-mêmes comme un mélange entre Mean Girl et Riverdale. Où en fait, le principe, ce serait. On suivrait en fait la vie de Dion. En fait, Cher aurait disparu. Et en fait, ce serait Dion qui reprendrait un petit peu la couronne, si je puis dire, de la fille la plus huppée de la fac, tout en devant chercher un peu où a disparu Cher. Oh Et là c'est là. vraiment ce côté, ouais, c'est... En fait, j'ai un peu Elle a l'impression qu'il se passe disparu dans le sens complètement- vraiment, elle a disparu. Ouais, elle a c'est disparu quoi, vraiment à la Riverdale, quoi. Donc vraiment, Alors, vraiment Twin disparition, voilà, c'est ça. Là, on est dans une full Twin Peaks. D'accord. J'ai un peu l'impression, quand je vois ça, qu'il passe à c'est côté du pas sujet de Clueless, mais complètement, Oui. pourquoi mais pas, bon, on est d'accord. Mais voir, après, parce que Voilà. Clueless, si ça se passe. Enfin, pour moi, j'ose même pas imaginer Cher dans un monde avec Snapchat, avec Twitter, avec. Bah ça, au avec contraire, en fait, je Instagram, trouve que ça en fait. fonctionnerait. Ça, Oui, pour le coup, oui, ça non, mais fonctionnerait ce serait totalement. dingue en vrai, parce Ah que oui, genre. Est-ce que la naïveté aurait encore une place quelque part C'est ça en fait, je pense que Ouais, c'est pas la même carrément. époque, je pense que c'est pas forcément la même. Ce serait peut-être forcément plus méchant ou forcément plus. Parce que là au final ça va pas plus loin que des petits racontards comme ça dans les Mais couloirs quoi. son personnage est édulcoré par rapport au personnage du même type dans les autres. Oui, dans les oui, autres c'est films. sûr, Il bien est sûr. tellement Mais, douce. déjà là dans Clueless il y a des téléphones portables, Oui. mais c'est pas forcément mis en. Comment dire, c'est pas autant. C'est pas forcément mis en. C'est plus une manière de montrer la modernité, ouais. C'est plutôt ça. que vraiment. Plus les moyens, je pense que C'est ça, oui, voilà, plutôt les moyens et la je richesse. pense qu'en 1995 un téléphone portable ça devait coûter très cher, donc oui c'était plus un moyen de montrer qu'ils avaient les moyens quoi. C'est ça, mais en l'occurrence, c'est ça, c'est que Clueless, c'est en même temps un film qui serait super intéressant de traiter justement d'un point de vue moderne, mais on se rend compte que finalement, des Clueless, on en a quasiment à chaque génération. Là, forcément, depuis le début de l'émission, on n'arrête pas de parler de Mean Girls. Oui. Bah ouais. Mean Girls en est clairement la continuité la plus totale. Dans un côté plus anarchique, justement dans ce côté, en fait, la destruction, en fait, presque de ce petit microcosme, mais on retrouve les mêmes fonctionnements entre les personnages finalement. Mais moi par exemple Mean Girls que j'adore, hein, Mean Girls c'est dans mon top 3, mais Mean Girls que j'aime énormément, que je trouve très drôle et je trouve beaucoup plus premier degré que, c'est-à-dire que Mean Girls Oui, tu sais clairement, quand est-ce qu'il oui, faut bien rire. Mean Girls, tu sais clairement quand est-ce qu'il faut rire, où est-ce que sont les gags, etc. Clueless, en vrai, il n'y a aucun moment donné où clairement c'est dit, à part, non, si, il y a quelques moments où c'est clairement montré l'humour, drôle, etc. Mais des fois, quand on voit là la voix off, quand elle dit des trucs et qu'elle le dit avec un premier degré complet, quoi, quand elle compare, enfin, il y a les références des fois culturelles. Même quand elle se fait braquer dans la rue et qu'elle veut pas télé son manteau, c'est vraiment typiquement mélange. Oui, c'est voilà, quand même un c'est braquage ça. quoi, et il y a Oui, une cette arme scène. sur la tempe et en même temps tu souris un peu parce que voilà, elle veut pas C'est froisser son manteau, je sais plus quoi, Alaya. Calvin Klein. C'est Alaya, voilà. C'est Alaya. J'ai revu le film hier, c'est pour ça que je connais. Le détail sinon de ça la serait nouvelle grave, marque sinon du ça serait manteau. grave. Hand it over. Give me the phone.
Okay. Bag two. Come on! All right, now, get down on the ground. Face down. Come on! Oh no. You don't understand. This is an Alaya. And a what? It's like a totally important designer. And I will totally shoot you in the head. Get out! Good. Good, yeah. All right, count to 100. Thank you. Mais même au sous-genre voilà, des teen movies plutôt féminins, il y a toujours quelque chose dans l'aspect de faire un makeover, c'est-à-dire de relooker une personne, etc., qui est très étrange. Au final, il y a quasiment, on pourrait comparer ça genre à des mythes à Pygmalion, quoi. Parce que le côté de remodeler quelqu'un à sa façon, c'est clairement une prise de contrôle, et pas d'objectification, mais enfin c'est quand même très étrange de prendre quelqu'un sous son aile comme ça. Mais en plus, là, dans Clueless, c'est une prise de contrôle bourgeoise en plus, c'est ça qui est super intéressant, où elle empêche, elle remet taille à des codes super riches. Oui, après, elle empêche d'aller avec les stoners et tout ça. Oui. Mais après, c'est plus. Moi, je l'ai pas vu forcément d'un point de vue bourgeois, parce qu'on sait pas vraiment de quel milieu elle vient. Taille, est-ce qu'elle est d'un milieu riche, aussi riche que Cher ou pas? Dans son langage, tu sens que c'est quand même un peu en dessous. Elle vient de la campagne. Mais après, si elle va dans ce lycée-là, concrètement. Moi, je pars du principe que dans le lycée, c'est quand même des gens qui ont tous les moyens. Pas autant que Cher, mais je pense que quand tu vois les maisons au début de Dion, etc., je pense que ça va. mais après, pour Taille. Oui, après qu'elle lui dise de pas aller avec le stoner, là, le skater, je pense que c'est d'un point de vue plus oui, c'est d'une popularité du. Oui, voilà, d'un point de vue de popularité, moi je l'ai pas vu. Je pense qu'il y a les deux en fait. Je suis d'accord, je pense que le point de vue popularité est hyper important et limite plus important, mais je pense qu'il y a quand même une tension de classe qui s'exerce ici. Je suis plutôt de ton avis, c'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est ça, c'est qu'au final, le film en lui-même, quand on voit la manière dont il représente justement toutes ces classes sociales, c'est très cartoon au final. C'est-à-dire que je pense pas qu'il cherche vraiment à être à fond sur la cohérence. Et c'est vrai que en soi, c'est un lycée qui paraît extrêmement riche et bourgeois, mais au final, où tu retrouves de toutes les classes sociales. Et en l'occurrence, en fait, on revient encore une fois à cette problématique de l'entre-soi, où justement, d'une certaine manière, Cher essaie de convaincre Taille de rester justement dans ce côté entre-soi et de pas du tout aller s'orienter, alors qu'au final, dans un sens, au final, Taille, c'est le genre de personne qui lui plaît, tous les deux, elle et Travis, sont aussi dans cet univers grunge. Ouais. Mais voilà, on a ce côté un peu aliénation finalement. Et pour l'amener justement dans cet entre-soi bourgeois. Après, oui, vas-y. Un peu à ce propos, il y a aussi un code qui est un peu détourné par rapport à la perte de la virginité, où finalement les deux filles populaires se révèlent être vierges. D'ailleurs, on sent bien qu'elle le cache un peu, et tandis que Taille, la nouvelle, qui débarque, elle, au contraire, elle est plus vierge. Et c'est vrai que souvent, on voit dans les films, notamment, je pense plutôt plus tard, où en général, c'est plutôt l'inverse. Non, effectivement. Ouais. Moi, pour revenir à tout ce, le côté jeunesse dorée, etc., de Los Angeles, je trouve que après peut-être que c'est parce que le film est PG-13, c'est pas un film restricted, donc il fallait que ça reste sage, mais je trouve que quand même ça prend le contre-pied, souvent représenté genre c'était dans les romans de Bret Easton Ellis qui se passe un peu dans ce même milieu-là à Los Angeles, très bourgeois, où c'est ultra graphique, ultra sexe, drogue, etc. chez les lycéens. Là, je trouve que c'est vraiment très sage, c'est-à-dire qu'il y a quand par exemple Taille arrive et qu'elle demande où est-ce qu'elle peut acheter de la bœuf, etc., les autres ne savent pas, ils pensent qu'elle cherche du thé, etc. Ils sont très naïfs, et j'ai l'impression que Cher, tout ça, elle est ultra sage. Bon, elle est vierge comme t'as dit, mais par rapport au sexe, par rapport à la drogue, même par rapport à l'alcool, j'ai l'impression que ça reste vraiment très sage, quoi, dans ce lycée-là, quoi. Alors que contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, que souvent, voilà, chez les enfants de... C'est une autre version de Beverly Hills. Ouais. Voilà, c'est ça, de Beverly Hills. Après, je sais pas par rapport à la série Beverly Hills, qui a été créée avant ou après Clueless, ça, je n'ai aucune idée. Il me semble que c'était après, je crois. Mais qui était assez sage aussi, hein. Mais bon, c'était parce que c'était de la télévision, bien sûr. On pouvait pas se permettre. On n'était pas encore chez Euphoria. C'est ça. Ah bah ça. L'époque d'Euphoria était bien loin. Donc...
Mais d'ailleurs, en l'occurrence, dans la continuité du coup de la sortie de Clueless, il y a aussi du coup une série télé qui a été faite. Alors je sais pas si vous avez vu un pas du aperçu. tout, je savais même pas qu'il y avait une série télé. Si en fait, à la base, la série, le Clueless devait être une série télé. Elle a été écrite comme telle par Curling. C'est vrai. Ça devait être une série télé en fait à la base. Finalement, elle a réussi à trouver un producteur pour le faire en film. Et c'est redevenu une série télé par la suite. Mais où en fait, en gros, concrètement, le casting est à peu de choses près le même. Enfin, en gros, on suit le même groupe de personnages. Mais le casting est... En fait, il y a à peu près la moitié du casting qui revient. D'accord. C'est-à-dire que les interprètes de Dion... c'est à peu près tout, je crois, au final. Murray, non, il est le de même Murray Scott, aussi. là, oui, De Murray aussi, mais. Il y a pas Alicia Silverstone. Non, en fait, c'est ça, c'est que Alicia Silverstone, Brittany Murphy et Paul Rudd ont été remplacés. Elle était déjà partie faire Batman. Voilà, simplement. Je pense qu'à mon avis, elle commençait à avoir son taf sur Batman. Son meilleur choix de carrière. Mais d'ailleurs, Clairement, franchement, définitivement. honnêtement, faudrait vraiment qu'elle. Enfin, moi, ça me fait de la peine pour elle. Parce que j'avais vu ça, mais. Je sais pas si on se rend compte, mais après Clueless, alors on savait pas si c'était un gros succès en salle à son époque ou pas. Je crois que c'était 50 millions de dollars. Ouais, mais 12 millions. pour maintenant, 50 millions de dollars, c'est ridicule. Mais à l'époque, pour un film qui a dû coûter 5 millions, ça doit être un gros truc. Mais c'était devenu la super grosse star. Et j'avais vu qu'elle avait signé un contrat de, je sais pas, de plusieurs centaines de millions avec d'un contrat d'exclusivité sur tous ses prochains films avec une grosse major, quoi. Mais que, enfin, je trouve que c'est un peu injuste, la pauvre, que sa carrière soit écroulée après Bad Girl. C'est une actrice très touchante à écouter, je trouve, parce que à la base, avant Clueless, elle était connue entre guillemets parce qu'elle était dans 3 clips de Aerosmith, et c'était vraiment la poupée d'Aerosmith. Et enfin, dans Clueless, elle avait, je sais pas, genre un corps, une voix, de quoi s'exprimer. Donc ça, je trouve ça génial. Mais après, quand tu regardes les interviews d'après Clueless, quand tu l'entends parler, elle dit qu'elle est elle-même complètement clueless, oui, clueless entre guillemets, qu'elle veut pas se raser les jambes ou des trucs comme ça. Oui, elle est très engagée, je crois, PETA, etc. Ouais. Et tu sens qu'elle est un peu déboussolée par tout ce qui se passe, et je trouve ça très touchant. D'ailleurs, pour la dernière fois, moi la dernière fois que je l'ai vue dans un film récent, et je l'avais pas reconnue au premier abord, mais c'est dans Mise à mort d'un cerf sacré de Yorgos Lanthimos. Elle joue la mère, du jeune là, interprété par Barry Keoghan. Elle a juste une scène avec Colin Farrell quand Colin Farrell vient la voir, mais en tout cas très surprenant. Alicia Silverstone chez Yorgos Lanthimos. C'est niveau de carrière pour le mais en tout cas, moi je lui souhaite que de faire des films, d'avoir un petit regain de carrière. En l'occurrence, disons que justement le retour à la mode de Clueless, il me semble que ça avait été ça, où justement il y avait sur justement Entertainment Weekly, où justement ils avaient refait un photoshoot avec le casting de Clueless maintenant. Il me semble qu'ils avaient fait ça il y a peut-être 6 mois, 1 an. Pour les 10 ans, non? Pour les 20 ans Non, c'était beaucoup plus récent. Mais c'est vrai que en même temps, c'est cool au final qu'un film ait ce culte-là. Après, je trouve ça aussi un peu triste forcément qu'il y ait toujours c'était un retour au passé, mais bon voilà, comme on disait, c'est Hollywood, c'est toujours ça. Ouais, ça. Mais effectivement, c'est vrai que c'est... je dirais qu'en plus c'est un peu le mal commun finalement de tous les teen movies, où tu te rends compte que beaucoup de stars qui ont débuté, alors c'est vrai qu'il y a des stars qui après ont percé ensuite, mais énormément de jeunes qui ont fait un teen movie n'ont finalement eu qu'une carrière très très petite par la suite. C'est surtout ceux qui ont fait des petits second rôles ou des petites apparitions dans des teen movies qui ont eu des plus grosses carrières. C'est vrai que les personnages principaux, je pense à Molly Ringwald ou à Anthony Michael Hall, tout ça, c'est pas des comédiens qui après ont... C'est des comédiens qui ont été un peu, typecastés à Hollywood et qui sont pas forcément sortis après pour faire d'autres rôles, quoi. Après, Anthony Michael Hall, je sais pas si vous avez vu des photos de lui récemment, mais il est devenu super baraqué. Ce qui est très étonnant, parce que c'était le petit geek à chaque fois chez John Hughes, mais il est devenu super baraqué, super... il est très caisse. Les gens changent contrairement à ça, Paul non, Rudd. mais je pense qu'il... mais contrairement à Paul Rudd, c'est vrai. Mais il a la même tête dans Clueless qu'aujourd'hui. Ah non, mais c'est incroyable. C'est impressionnant. Vraiment... Attends, elle a juste de la barbe, c'est tout ce qui change. C'est la même chose, ouais. Je pense qu'on a... Je pense qu'on a à peu près tout dit sur Clueless, à mon avis. On a tout dit. On est passé bien en revue, je pense, le film malgré tout. Donc, est-ce qu'on profiterait de dire qu'il y a une projection de Clueless bientôt à Paris? Oui, exact. Pour les amis parisiens qui... Tout à fait. Donc ça va être écoutent. Bien sûr. Alors, c'est au festival Chéri Chéri
puisque effectivement il y a une projection de Clueless sous une soirée pyjama même d'ailleurs, enfin thématique soirée pyjama, où Clueless sera diffusé en double programme avec toute une armada de clips vidéo d'artistes revendiqués LGBT. Donc allez-y. Attends, c'est pour Clueless alors que c'est pour un Clueless. film hyper hétéronormatif. Ouais. Oui, c'est mais super après, drôle. c'est Non, mais je veux bien. Ce sera le vendredi 22 novembre à 19h35, 19h30 au MK de Beaubourg. Et oui, ce sera précédé en fait d'une sélection de clips d'icônes gays. Je cite le site. Des clips de Britney Spears à Ariana Grande, et du coup, il sera effectivement une soirée pyjama. Voilà. Donc voilà, l'occasion de découvrir le film en salle. Dans des conditions parfaites à mon avis. Dans des bonnes conditions, restaurées. Exactement. Et si jamais vous voulez plonger vraiment à fond dans le film, il y a un livre qui est sorti, écrit par Jen Chaney, qui s'appelle As If, The Oral History of Clueless, as told by Amy Gerling and the Cast and Crew. Voilà, que j'ai pas lu, mais voilà. Si vous aimez aimez pas vraiment mal ce film, voilà, si vous aimez extrêmement ce film, que vous avez le poster du film absolument partout chez vous, vous pouvez, on sait jamais s'il manque un truc, vous pouvez rajouter un bouquin dans votre collection. Exactement. Bon bien écoutez, il me reste plus qu'à vous remercier. Remercier également vous de nous avoir écoutés pour ce premier épisode. Et on vous donne rendez-vous dans le prochain épisode qui, à ce qu'on m'a dit, va parler d'un petit déjeuner, mais j'en sais pas plus. A très bientôt. Et il y a du teasing. Et il y a du teasing toujours. C'est ce qui fonctionne. Bonsoir. Merci. Au revoir.